Et dans la grande table des idées aujourd'hui, préparée par Marceau Vassy et Laura Dutèche-Pérez, nous sommes en compagnie de la réalisatrice Alexandra Candy-Longuet pour son film Chasser les dragons, gros plan sur le matériel nécessaire, la seringue, la vitamine C, la coupe stérile. Chasser les dragons est un documentaire en immersion dans ce que nous appelons vulgairement salles de shoot, qui sont en réalité des salles de consommation à moindre risque. Elles ont progressivement ouvert leurs portes depuis les années 80, en Suisse, au Danemark, au Portugal, en Belgique, et ont évité bien des scènes ouvertes d'injection et bien des morts dans la rue. Elles restent pourtant peu nombreuses, tant ces lieux d'accueil des usagers de drogue continuent de faire débat, voire de soulever les foudres des habitants des environs, principalement par méconnaissance de ce qui s'y passe et de la mission sociale qu'elles assurent. Dans son documentaire, Alexandra Candy-Longuet nous ouvre les portes de celle de Liège. Bonjour. Bonjour. Quelques mots d'abord sur ce titre, bien mystérieux, poétique, mais finalement très lié à ce matériau et ce sujet qui est ici la drogue, principalement l'héroïne. C'est un titre polysémique qui renvoie d'abord à une expression liégeoise qui décrit une façon de consommer l'héroïne, qui peut être soit fumée à la tâche, soit on peut chasser le dragon. Ça veut dire quoi, fumer à la tâche ? Il y a deux façons d'inhaler l'héroïne, donc soit en faisant une sorte de petit tas et que vous chauffez par en dessous et que vous inhalez, soit vous faites une traînée plus longue et vous passez votre briquet à plusieurs reprises par en dessous et la montée est plus progressive et c'est ça ce qui s'appelle chasser le dragon. Et dans le même temps, c'est une expression qui a une dimension immédiatement poétique, puisque ça évoque l'idée de chasser ces démons. Donc il est quand même beaucoup question de ça dans cette salle de consommation, d'où ce titre. Alors cette salle qui s'appelle Safety, je ne sais pas comment on prononce, oui. qui a ouvert en 2018. On accueille des consommateurs, des usagers, c'est comme ça qu'on les appelle, en situation de dépendance, qui viennent consommer de manière sécurisée avec un personnel qualifié qui vient les accueillir, les écouter, les aider, les soigner, les orienter. Alexandra Candy-Longuet, vous êtes arrivée un peu plus d'1 an après l'ouverture de cette salle. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi de rester dans cet endroit-là ? Alors, c'est un concours de circonstances intéressant. C'est-à-dire que mes précédents films, dont Vacancy, traitaient déjà indirectement de la question de la solitude, puisque ma protagoniste, Beverly, était une consommatrice de crack. Donc, moi, je voulais poursuivre sur cette thématique-là, celle de la consommation. Maintenant, je trouve que c'est un sujet qui est très complexe à aborder avec nuance et avec justesse et sans tomber dans des raccourcis ou des évidences. Donc, j'étais moi-même en train de chercher la bonne porte d'entrée pour traiter de cette question-là. Quand la productrice Julie Frère de Dérive a posté un appel à projet, en fait, pour faire un film, mais il s'agissait d'un court-métrage à l'époque, dans cette salle de consommation. Voilà le cadre qui était proposé, et donc j'ai immédiatement postulé. En fait, de là, le projet a complètement débordé, puisqu'il ne s'agit plus d'un court-métrage, mais bien d'un long-métrage, en immersion dans cette salle, puisque c'est impossible en réalité de faire un court-métrage sur ce genre de sujet. Enfin, les situations sont diverses, tant du point de vue des personnages que vous avez croisés, alors à la fois les consommateurs, les usagers, mais aussi le personnel. D'ailleurs, vous naviguez entre les deux. Qu'est-ce que vous aviez comme idée de ces endroits, Alexandra Candy-Longuet, avant d'y passer du temps, et qu'est-ce que vous y avez découvert ? Quelle a été la surprise ? Il y en a beaucoup pour le spectateur.
Ça reste des endroits auxquels on n'a pas accès, à moins d'être soi-même consommateur. Donc, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup d'inquiétudes liées à ce genre d'endroit. Donc, moi, la première fois que je m'y suis rendue, c'était donc en dehors des heures d'ouverture. Et ce qui m'a frappée, c'est la dimension clinique du lieu. Ce que j'ai fait remarquer au personnel soignant avec qui j'avais discuté déjà de ce qui s'y passait et de ce qu'on me décrivait. Il y avait un accueil, une écoute, une générosité, mais qui ne s'observait pas dans les lieux mêmes. Et bon, ils m'ont fait remarquer que la chaleur et l'accueil se trouvaient ailleurs que dans les lieux physiques, quoi. Dans les lieux qu'ils tissent. Alors c'est vrai que les lieux physiques, il y a cette dimension extrêmement rangée. C'est des lieux très clean, avec des boîtes, tout est organisé, le matériel est bien sûr prêt, stérilisé. Il y a un système de petits box. Vous avez d'ailleurs décidé de poster votre caméra dans ces lieux à la fois vides et occupés. On va peut-être commencer par écouter l'une des accueillantes de ce lieu. Donc ici, c'est les heures d'ouverture de la salle. On est ouvert 7 jours sur 7, donc même le 1er janvier, les jours fériés, tout le temps. Donc la seule condition pour laquelle on pourrait vous refuser l'accès aux salles, c'est si par exemple on voyait que vous étiez trop imprégné, on peut vous dire de patienter ou d'aller à l'inhalation ou de revenir plus tard, donc par rapport à ça. Donc là, on demande à ce que les personnes restent 10 minutes après la consommation. C'est pour voir si tout se passe bien, mais le temps que vous fassiez... Pas qu'il y a un malaise. Oui, tout à fait. Donc le temps que vous faites votre casier, les 10 minutes sont vite passées. Donc ici, c'est tout ce qui est interdit au niveau de la salle. Et par rapport à ça, on a fait une échelle de sanctions. Je mets mon nom. Là, vous pouvez signer ici, voilà. Parfait. Merci. Est-ce que vous prenez un traitement tous les jours? Un méthadone. Oui. On entend là les premières règles données aux usagers lorsqu'ils se présentent. Et les informations, vous, en tant que réalisatrice, Alexandra Candy-Longuet, que vous donnez, c'est l'unique salle de consommation à moindre risque de Belgique. Et elle a ouvert donc en 2018 et aucune drogue n'est fournie dans les lieux. Alors c'est pour commencer par chasser les préjugés. Est-ce que ça fait partie des inquiétudes autour de ces salles, de se dire que c'est des lieux qui vont encourager la consommation? Alors en réalité, ils sont là pour une prise en charge sécurisée et même... On le voit petit à petit, pour accompagner, en tout cas ceux qui le souhaitent, vers des cures et un retour au logement et au travail. Oui, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent sur ce genre de lieu. Et d'ailleurs, en France, le débat reste vif autour de l'implantation de ce genre de salle. Celle qui devait arriver à Lille en fin d'année a été finalement refusée à la demande de Gérald Darmanin. Donc, c'est pas juste en Belgique que les préjugés sont vifs. Mais en effet, l'un d'entre eux étant... que ce genre d'endroit va... banaliser, encourager la consommation et attirer des toxicomanes dans des quartiers définis. Il faut savoir que les salles de consommation, elles se créent pas aléatoirement dans des quartiers. Au contraire, elles s'implémentent dans des endroits où il y a déjà de la consommation. Donc à Paris, c'est du côté de la gare du Nord où il y a déjà des usagers. Donc dire que ça va les attirer, non. En revanche, ça va leur proposer un endroit où venir consommer en toute sécurité et donc éviter la consommation en pleine rue. Mais ça, c'est un choix que de vouloir communiquer ou pas autour des salles de consommation. Et voilà, et plus on communique, plus on dédramatise aussi, quoi. Alors on voit que ces dangers sont multiples d'un point de vue de la santé. Alors il y a à la fois les accidents liés à la consommation, le risque d'overdose, de mourir dans la rue, mais il y a aussi tout ce qui est lié aux abcès, aux petites infections que chacun peut se faire, au partage du matériel, des seringues. Et là, on voit que le personnel intervient à plusieurs niveaux, à la fois dans sa manière de proposer des produits stérilisés, etc., mais aussi de prendre en charge les blessures et de garder les usagers après qu'ils aient consommé pendant un certain temps
et, si nécessaire, appeler les secours, Alexandra Candy-Longuet? C'est un lieu qui est bien au-delà d'une salle de consommation. En fait, c'est ce que le film cherche à montrer, c'est qu'il s'agit d'un cocon, d'un refuge dans lequel, enfin, un lien peut se créer. Et la spécificité de la salle de consommation de Liège, c'est que la majeure partie des usagers sont des hommes sans abri. Donc, c'est déjà des personnes qui sont très désocialisées et qui ont un accès difficile aux soins. Donc là, l'infirmerie propose ça. Donc, en effet, il y a soigner les plaies directement liées à la consommation comme les abcès, mais il y a aussi les plaies liées au fait de marcher des kilomètres et des kilomètres quotidiennement dans l'humidité, sous la pluie. Et donc, ça, c'est des blessures typiques qui sont celles des pieds et des bains de pieds. Et à partir du moment où, en fait, vous venez dans cet endroit et que vous y restez, il y a quelque chose de l'ordre du lien qui peut se créer entre l'équipe et les usagers, et donc qui est une porte vers l'intime, vers la confidence et vers la discussion, quoi. Alors cette prise en charge qui pour part est sociale, on a l'impression que la question sociale, elle fait une boucle. Alexandra Candy-Longuet, qui est extrêmement triste à travers les bains de pieds, notamment l'un des bains de pieds en particulier auxquels on assiste, ressurgissent des traumatismes d'enfance terribles, et dont on voit bien que les consommateurs ont aussi un vécu extrêmement lourd et difficile. Et c'est la même question que celle des sans-abri pour partie. C'est pas n'importe quels enfants confiés, abandonnés, confiés à des structures qui se retrouvent être des adultes aussi consommateurs de cette salle et des adultes dans la rue. Et plus ils sont dans la rue, plus ils consomment pour supporter la rue. Et plus cette salle, en fait, intervient pour essayer de casser ce cercle. La salle, elle est là pour recréer du lien, resocialiser et éventuellement proposer les outils à partir du moment où les usagers sont demandeurs. Moi, je ne voulais pas, en tout cas, tomber dans l'explication et la justification. Donc jamais je ne demande aux usagers quand et comment et pourquoi ils ont commencé à consommer, parce que j'ai pas envie de tomber dans l'explication et il y en a pas, en fait. Même si on retrouve quand même certains vécus difficiles, c'est sûr que... mais tous les milieux sociaux sont là. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des protagonistes qui nous font part d'un passé douloureux, mais on a à l'inverse quelqu'un comme François qui nous ressemble. Et c'est là où il y a un pouvoir d'identification qui est très fort et une empathie aussi qui est potentiellement forte. C'est qu'on peut se reconnaître soi. Et c'est d'ailleurs un peu dans les préjugés dont on parlait tout à l'heure vis-à-vis des salles de consommation. Il y a toujours celui de se dire, mais l'usager, le consommateur, le toxicomane, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui est à 10 000 kilomètres de moi. François est vraiment l'incarnation que non. Alors François arrive ce personnage propre sur lui, qui s'exprime extrêmement bien et dont on comprend qu'il a eu un parcours extrêmement chaotique. C'est aussi le cas de Tom, que l'on va entendre. Tom qui va justement raconter pour partie son parcours, ses arrêts et ses reprises d'usage de la drogue. Le problème, c'est quand tu retournes dans la jungle, comme j'appelle si bien l'extérieur. Je voulais quitter, oui, parce que, oui, je suis connu et les tox viennent vers moi. J'arrive ici à Liège, je suis directement dans le bain, Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Je sais pas comment m'en sortir. C'est le problème, et c'est ce que disent certains quand ils reviennent ici sur Liège. Ils disent le problème, c'est que Liège, c'est un piège, hein. J'ai eu un usager, moi, qui est revenu du Cameroun, 4 ans au Cameroun, sans rien consommer. Il était dans l'avion, il avait des sueurs froides, des douleurs au dos. Hein. Peu importe où tu iras, il y en aura. Si tu as envie, tu en retrouveras. Ça, c'est... Mais oui, mais rien que le fait d'entendre quelqu'un qui va consommer, ça va me donner envie. Et ça fait combien de temps que tu consommes? Une semaine? Même pas. Imagine-toi dans un mois. Dans un mois, j'ai un trou. Ah oui, c'est ça. Bah oui, oui. Ah oui, j'avais déjà vu.
Mais ça va, j'ai l'avantage quand même d'être propre. Mais je m'étais juré de faire que dans mes bras. Et je sais très bien que c'est tellement fort que je vais peut-être passer aux jambes ou aux pieds, je sais pas. Le jour où tu as une envie de cure ou quoi que ce soit, ici, nous, on peut chercher avec toi, on peut te permettre de téléphoner, de prendre des rendez-vous de préadmission, ce genre de choses. Ça, c'est toi qui vois, en fonction d'où tu te trouves au niveau de la réflexion par rapport à ta consommation. Le problème, c'est que le produit, il est plus fort que tout. C'est ça le problème. Alexandra Candy-Longuet, on parlait de parcours chaotique. Alors voilà le parcours de Tom. Et ce qu'on comprend, c'est justement ces allers-retours vers la consommation, ces arrêts, ces reprises. Et il est presque en avance capable de décrire ce qui va lui arriver en disant « dans un mois, je suis en prison ». Et en même temps, il y a cette impossibilité d'arrêter le cycle et le personnel attentif qui propose et qui n'intervient jamais, qui est d'une neutralité de psychanalyste, presque. C'est-à-dire que ça peut être... ça peut causer plus de dommages que de faire du bien, que d'imposer les cures. Ça, on a vu que les cures forcées avaient des forts taux de rechute derrière. Donc, faut arriver à se glisser au bon moment. Mais de toute façon, le personnel de cette salle ne souhaite rien imposer. En fait, vraiment, leur choix, c'est d'être là, toujours disponible à tout moment, d'être dans l'écoute et surtout de se départir de tout jugement. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire, surtout pour un soignant, parce que en général, le soignant a une certaine forme de pouvoir sur le patient. Donc, ça n'est pas donné à tout le monde de travailler comme soignant dans cette salle. Pour pas être interventionniste, justement. Ouais. Exactement, parce que vous pouvez... éloigner l'usager plutôt que de l'inciter à se rapprocher. Et il faut bien se rappeler que la vocation initiale de la salle, c'est de proposer un endroit où il est possible de venir consommer et non pas de venir encourager à des cures, sermonner, etc. Le personnel est vraiment là à la demande et c'est ça aussi qui fait qu'il y a une rencontre en fait, entre les consommateurs et les soignants. Alors, ce qui est décrit par l'un des personnages, c'est justement le fait que le consommateur a toujours tout sur lui. Hein, il a tout sur lui, il a toutes ses affaires sur lui. C'est d'ailleurs aussi à la fois le milieu et la fin du film, hein, ce fait d'avoir simplement ses affaires, sa couverture sur ses épaules. Et tout le reste est potentiellement vendu pour consommer de la drogue. Hein. C'est le cas de cette femme qui parle de son téléphone portable. Elle a un téléphone qui n'a pas de valeur pour ne pas être dans l'obligation de le vendre ou tenter de le vendre. Ce rapport à l'extérieur, à l'économie aussi, qui entoure cette consommation, on voit que c'est très différent chez les hommes et les femmes. D'ailleurs, les femmes n'apparaissent pas tellement sous votre caméra, autrement que dans le personnel. Alexandra Candy-Longuet, est-ce que vous avez des difficultés à pouvoir filmer des femmes dans cette salle ? Alors, ça renvoie à une réalité qui est celle de la fréquentation de la salle de consommation. À Liège, c'est une salle qui est fréquentée à 90-95% par des hommes. Donc, de fait, les femmes sont beaucoup moins présentes. Moi, à l'époque où j'ai tourné le film, elles venaient plutôt pour... faire des échanges de seringues que vraiment consommer sur place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Elles sont minoritaires. Après, c'est... Alors pourquoi on se l'explique, cette situation ? Beaucoup d'entre elles, en fait, sont des travailleuses du sexe et elles ont... C'est compliqué pour elles de fréquenter un lieu dans lequel elles se sentent pas forcément... c'est pas en sécurité, mais disons qu'elles n'ont pas envie de recroiser des hommes ou des gens qu'elles connaissent dans la salle. Donc, moi, au moment où j'ai commencé le tournage, il était justement question de prévoir des plages horaires réservées aux femmes ou une façon de leur rendre le lieu plus attractif. Mais elles ont, de fait, dans la rue comme dans la salle, une consommation qui est beaucoup plus cachée et donc... voilà, elles sont moins enclines à fréquenter ce genre de lieu. Donc il y a un travail à faire
pour les amener à y venir. Alors, est-ce que c'est le même problème que celui qui est décrit par le personnage de Tom, c'est-à-dire que finalement, c'est se retrouver dans la jungle, c'est-à-dire se retrouver avec d'autres consommateurs qui vont donner aussi envie de reconsommer, et cette difficulté parfois de se retrouver dans un univers dans lequel finalement il faudrait changer toutes ses fréquentations, ou s'éloigner, ou partir très très loin, Alors, il y pour a réussir ça, à et s'éloigner puis, du produit. après, la drogue n'échappe pas à une logique commerciale non plus, hein. C'est-à-dire que ce qui explique un autre personnage qui est JP, au moment où il passe un coup de téléphone pour avoir une place en cure, et il dit, moi j'ai essayé plein de fois, mais même en cure, je me faisais livrer de la drogue, et puis après quand tu ressors, oui, il y a les autres consommateurs qui essayent de refréquenter son cercle, c'est tout de suite être de nouveau exposé à une possible consommation, en sachant qu'à Liège, une bille, ça coûte 8 €, hein, donc c'est très accessible. Et puis, il y a les dealers qui ont comme on dit, des produits d'appel, quoi. Donc, en fait, on va vous faire cadeau de doses gratuites pour vous remettre dans le circuit. Et ça s'observe aussi beaucoup auprès du public de migrants, d'avoir des dealers qui viennent fréquenter les camps de migrants pour distribuer des doses gratuites, créer de nouveaux usagers, et puis voilà, qui deviennent à leur tour privés de leur pouvoir de dire non, quoi. Alors on voit justement que dans la particularité de filmer ce sujet-là, il y a aussi la manière de l'incarner physiquement. Votre caméra est très loin lorsqu'il s'agit des consommations. On voit très peu de scènes de consommation où on les voit de loin. On voit juste un bras se dénuder et on comprend ce qui va se passer. En revanche, dans les termes choisis, on entend le vocabulaire et le matériel utilisé, la longue aiguille, la petite aiguille, la coupe. C'était un choix de votre part, Alexandra Candilongué, ou c'était la volonté de faire des ellipses, ou les usagers préféraient justement ne pas être filmés dans ces situations-là? Alors, il y a une réalité qui est crue. Et donc ça, on ne va pas en faire l'économie, sinon on fait un film sur un autre sujet, parce que là, c'est inhérent au lieu. Maintenant, et voilà, il ne faut pas en avoir peur, quoi. Je veux dire, il faut regarder les choses en face. Donc, il faut accepter de le filmer. C'est-à-dire on en parle et on dit les choses ouvertement. Maintenant, de là à filmer, on filme des consommateurs en train de préparer leur crack, on filme des consommateurs en train d'inhaler. Maintenant, le geste de s'injecter, c'est un geste qui est très violent à regarder. Donc, il faut être sûr de soi quand on décide de le montrer. Moi, je n'ai pas envie de créer un choc par principe ou pour le geste. Donc, je trouve que c'est plus fort de le suggérer et de couper au montage juste avant, plutôt que de le filmer et voilà, de créer de la violence, à mon avis, gratuitement, quoi. En revanche, il y a cette étrange minutie dans la préparation qui est filmée en détail. Je pense à ce personnage qui justement chauffe sa cuillère, prépare avec minutie, avec ses ciseaux, etc., qui pourtant a l'air très affaibli, très fatigué, et qui met une énergie folle dans la préparation de cette consommation. C'est une scène un peu étrange. Et qui nous dit après, j'avais tellement froid. Donc là, en le voyant faire aussi, c'est un plan qui dure assez longtemps et qui s'intéresse autant à la préparation du crack en train de se faire qu'au visage de ce personnage qui s'appelle Arnaud et qui est un personnage extrêmement marqué par la vie. Donc là, c'est une séquence qui se joue dans le silence et dans le non-dit, quoi. Tout se raconte sans être verbalisé. Le moment où il nous dit « j'avais tellement froid », en fait, on sent, et la minutie de cette préparation, on sent la difficulté que ça a été d'attendre, réunir la somme pour aller acheter, éventuellement attendre que le dealer se présente, et puis de venir jusqu'à la salle, de préparer, etc., quoi.
Il y a les symptômes qui sont longuement décrits, le froid, les tremblements, être sans cesse enrhumé, il y a ce personnage qui raconte ça. Il y a aussi ce rapport à l'image, entre montrer ses photos sur son téléphone portable, la photo de la vie d'avant quand on travaillait, couper ses cheveux, la manière dont on se présente. Ce rapport à l'image revient beaucoup, alors peut-être à cause des clichés qui existent aussi, ou peut-être dans la volonté de sortir de cette consommation. Est-ce que ces salles de consommation, néanmoins, ne sont pas des étapes, pas forcément vers la cure, mais dans une dynamique quand même de sortir d'une sorte de spirale, Alexandra Candy-Longuet, comme une sorte de première étape médico-sociale? Tout à fait, et puis c'est un lieu dans lequel la cure, c'est une option parmi d'autres, mais déjà d'être en règle administrativement, d'avoir voilà, ces papiers qui sont en ordre, d'être en ordre de mutuelle, de soins. Ça peut être aussi un relais pour trouver un hébergement non pas d'urgence, mais d'un peu de moyenne durée, que sont les maisons d'accueil. Alors d'ailleurs, les logements d'urgence, on le comprend, sont des grands lieux de consommation de drogue. C'est un vrai problème pour les usagers. C'est ce qu'ils expliquent eux-mêmes, que dans les logements... Non, justement, en fait, et beaucoup choisissent de dormir à la rue plutôt que d'aller en abri de nuit, parce qu'ils ne peuvent pas consommer dans ces lieux-là, donc ils ont peur d'être en manque pendant la nuit, et donc ils préfèrent dormir en rue plutôt qu'à l'abri. Donc là, du coup, il y a plein de problématiques d'ordre médical, quoi, qui découlent de ça. Voilà. Est-ce que les sujets ont été partout les mêmes dans les débats autour de ces salles de consommation? Alexandra Candy-Longuet, vous, quand vous avez enquêté, vous avez suivi cette salle en Belgique. Il y a eu beaucoup de débats en France, il y a eu des tentatives, et à chaque fois, les mêmes débats, alors même que chiffre à la pluie, on a vu que ça diminuait au moins de moitié les morts dans la rue. Et que vous le disiez en introduction, ça existe depuis la fin des années 80 en Suisse. 86, je crois, c'est ça la première salle en Suisse. Donc ce sont pas des lieux qui sont neufs. Et il y a beaucoup de données chiffrées qui permettent d'en évaluer la nécessité, quoi, et les effets positifs. La différence profonde entre la salle de consommation de Liège, qui est encore à l'heure actuelle la seule de Belgique, et celle de Paris, par exemple, c'est la drogue qui est consommée. C'est-à-dire qu'à Liège, c'est principalement l'héroïne qui est consommée en rue, et la population est extrêmement sensibilisée au problème. La ville de Liège étant à la frontière avec l'Allemagne et les Pays-Bas, donc c'est un lieu de trafic. C'est un carrefour, oui. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, l'héros est vraiment pas cher, donc elle est très accessible. Du coup, les riverains sont très, très sensibilisés au problème, et ils étaient eux-mêmes demandeurs de solutions qui ne soient pas juste des mesures répressive. Ces solutions-là ont plutôt porté leurs fruits du côté de la ville de Liège? Là, en tout cas, c'est une décision politique qui va à l'encontre de la loi, puisque la loi de 1921 en Belgique n'autorise pas la création de ce genre de lieu. Donc, alors, il faut expliquer pourquoi. C'est parce que c'est une loi qui date de la période de l'opium. Voilà. C'était une loi qui n'autorisait pas des lieux, mais en réalité, elle n'a jamais été vraiment appliquée, cette non, et on est un siècle plus tard et la loi n'est toujours pas adaptée. Donc voilà, après, là, il y a une particularité politique quand même en Belgique qui fait que c'est difficile de trouver un consensus entre les Flamands et les francophones, donc les Flamands étant très opposés à l'introduction de ce genre de salle. Donc, c'est une décision politique en fait, et qui demande un certain courage, qui décide qu'une salle sera créée à cet endroit. Dans les autres États, il y a eu le Portugal, évidemment, la Suède, la Suisse. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces tentatives? Est-ce que en France, en Écosse, c'est vrai que la politique en matière de drogue, elle relève évidemment de Londres, qui est plutôt opposée aux salles de consommation. Ça pose aussi d'autres questions. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de ces salles-là en Europe, de manière générale?
C'est quand même curieux parce que il y a l'air d'avoir deux tendances très opposées. Si vous prenez le Portugal, ils sont déjà beaucoup plus avancés. La discussion porterait plutôt sur la fourniture de drogue par l'État. Donc, pour contrer le commerce illégal de drogue. Donc, alors, ça, c'est parce que c'est déjà dépénalisé au Portugal. Voilà, mais donc ça va très loin versus en France où vous en êtes à l'étape de construire des murs, quoi. Et d'interdire la création de salles de consommation. Donc, je ne sais pas, mais les murs n'ont pas l'air d'avoir porté leurs fruits à un quelconque niveau. Et là, ce qu'on voit, c'est repousser les usagers hors de la capitale et ne proposer aucune solution, sinon des mesures de plus en plus répressives. Mais ça s'appelle du déni, en fait. C'est de refuser de regarder le problème en face. C'est pas de créer des murs et d'empêcher les consommateurs de faire ce qu'ils doivent faire. Ça ne permet pas de réduire le problème. Ça introduit une dimension morale un peu de ce qui est puni, ce qui relève de la loi, de la criminalisation, etc. Ce que montre votre documentaire Chasser les dragons, c'est en réalité la frontière avec la pathologie. En tout cas, la dimension pathologique, elle intervient vite à partir du moment où l'addiction est en place. On est dans un carrefour entre la prise en charge sociale, la psychiatrie, la dictologie. Alexandra Candy-Longuet, donc on est vraiment dans la prise en charge. L'addiction introduit plein de corollaires, quoi. Donc après, ici, à Liège, vous avez la question du sans-abrisme qui est inhérente, mais si vous avez des salles de consommation qui sont dans d'autres villes où il y a beaucoup de gens qui réussissent à conserver une vie sociale, professionnelle et à consommer en même temps. Je pense que dans un LSD qui a été vite diffusé sur l'antenne, il y avait des consommateurs qui en témoignaient d'ailleurs. C'est pas le cas des protagonistes que moi j'ai filmé en tout cas. Alors ça serait à l'intérieur justement d'une sorte de chaînon politique. La salle serait là pour finalement s'introduire dans un système plus vaste, politique, de prise en charge de la question de la toxicomanie. En tout cas, c'est la volonté en Belgique, c'est la volonté au Portugal. Est-ce que vous avez pu interroger, même en off, les personnes usagères que vous avez croisées sur ce sujet, Alexandra Candy-Longuet ? En fait, les usagers, ils sont eux-mêmes victimes des clichés, dans le sens où ils les ont tellement intériorisés qu'ils se les renvoient en permanence. Donc, il y a un stéréotype qui dit que le toxicomane ne veut pas arrêter. Il n'a pas la volonté d'arrêter. Et donc, ça, les toxicomanes l'ont très fort intériorisé et c'est source de beaucoup de culpabilité chez eux. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de déplacer la problématique, quoi, et plutôt que d'entrer dans un cadre répressif et policier, déplacer la question de l'addiction du côté de la santé mentale. Et je ne pense pas qu'on dirait à un schizophrène... il n'a pas assez essayé d'arrêter d'être schizo, quoi. Et voilà, si vous commencez... C'est ça, cette frontière-là avec la psychiatrie, avec la prise en charge médicalisée. Effectivement, si vous commencez à envisager la toxicomanie comme de l'ordre de la santé mentale, alors les lignes bougent dans votre tête et dans la façon dont vous faites une idée de ce que c'est la toxicomanie et les toxicomanes, quoi. Alexandra Candy-Longuet, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le nom de votre documentaire Chasser les dragons qui a été sélectionné dans plusieurs festivals, dont celui du film politique de Carcassonne. On peut d'ores et déjà le découvrir sur la plateforme Ovio de la RTBF, puis à partir du printemps sur la plateforme documentaire Tenk notamment. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Djergayan, à la réalisation Vivian Lecuivre, à la technique Ryan Berki. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application de Radio France.